heureuse de vous retrouver après ce week-end où l'actualité a connu plusieurs rebondissements, les arrestations policières. Nous allons nous pencher sur le cas Matubwana et Mpunga et la présence de la police rwandaise sur le territoire congolais, fake news ou pas. Mike Gardidiana, analyste politique, et Dr Pierrot Olongo, analyste politique également, sont mes invités. Bonjour messieurs et bon début de semaine à vous. Bonjour madame. Bonjour. Et merci. Il était sous le coup du mandat d'arrêt pro de la Cour de cassation pour malversation financière comme constaté par l'inspection générale de finances. Nous parlons de Atuno Atubwana, qui est le gouverneur de la province centrale, qui a été réhabilité par le Conseil d'État. Alors, ne s'étant jamais présenté devant l'autorité compétente, le gouverneur de la province du Congo central avait été appréhendé par la police ce samedi 18 décembre 2021. Docteur Pierrot, pouvez-vous commenter cette arrestation? Merci beaucoup. Je commence par saluer tous ceux qui nous suivent chez eux à la maison. Je commence par leur dire bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle ils nous suivent. Oui, parce que nous sommes sur YouTube aussi. Oui. Alors, je pense que pour commenter un peu cette arrestation, c'est une arrestation qui a été en quelque sorte, qui a provoqué une indignation de la grande partie de la population, qui s'est vraiment indignée de la façon dont on a arrêté un gouverneur. Et quelque part, oui, on doit s'indigner, mais également on doit aussi tenir compte de toutes les arrestations qui se font à la cité. Parce qu'on s'indigne parce que c'est un gouverneur. On est indigné parce qu'il a été gouverneur. Mais est-ce qu'on s'indigne quand on arrête les gens à la cité, les jeunes qui sont arrêtés à la cité, l'arrestation de Kouloun à la cité, la façon dont ça s'est fait? Les receveurs, n'en parle même pas, il y a plusieurs. Les motards, ils subissent tous presque la même forme, le même traitement. Donc je pense que si on doit s'indigner par rapport au gouverneur, on doit également s'indigner aussi par rapport à tous ces gens qui sont arrêtés. Je ne vais même pas aller trop loin, l'arrestation de certains médecins. Pourtant, le médecin a ce qu'on appelle les privilèges de justice, voilà, les privilèges de juridiction. Mais la façon dont on vient arrêter un médecin, dernièrement... Pourquoi le médecin, par exemple? Vous dites? Pourquoi on devrait arrêter un médecin? À cause d'une opération mal pratiquée, la personne est décédée? Oui, ici, par exemple, pendant l'exercice de son travail, qu'il aurait fait une gaffe, oui, qui a peut-être entraîné la mort d'une personne, il peut être arrêté. Mais il y a une manière, il y a une procédure à respecter, il y a aussi une manière à faire. Mais c'est pas ce que nos policiers, en quelque sorte, respectent. En fait, ils utilisent tout le moyen possible. S'il faut vous brutaliser, s'il faut vous humilier en public, ils le font. Et moi, je pense que le problème ici est que, d'abord, premièrement, les gens qui sont arrêtés ne sont pas conscients, en quelque sorte, du privilège qu'ils ont, ne sont pas conscients de la présence du ministère des droits humains en RDC. Ils ne sont pas conscients, de la présence de toutes ces choses-là, de tous ces paramètres-là pour exiger un meilleur traitement. Alors, ils se laissent faire parce qu'ils connaissent d'abord, premièrement, pas la loi, ils ne connaissent pas la procédure, ils ne connaissent pas comment les choses se font. Alors, on accepte le tout. Parce qu'en principe, moi, je pense que quand vous venez m'arrêter de façon irrégulière et qu'après ça, vous vous rendez compte que c'était vraiment irrégulière, je porte plainte. Mais est-ce que ça va loin, ces plaintes-là? C'est ça aussi les problèmes. Voilà. Oui. Mike Gardidiana, et vous, comment est-ce que vous avez vécu cette arrestation, enfin vécu à travers les réseaux sociaux? C'est inadmissible ce qui s'est passé. Vraiment inadmissible. C'est vrai que, vous savez, depuis un certain moment, le Congolais, on a cette manie de pouvoir comparer les choses, mais il ne faudra pas oublier, Atuno Atubwana est gouverneur. Il a été destitué dans une procédure où il a été réhabilité par la Cour constitutionnelle. Il ne faudra pas oublier. Au-delà de ça, Atuno Atubwana est un leader d'opinion. Au-delà de ça, c'est un acteur politique non négligeable.
La question, cette manie de vouloir comparer, non, quand on arrête un malfrat à la cité, et quand on amène... Non, il ne faudra pas. La société a une certaine hiérarchisation. Même quand vous évoquez un médecin n'a pas un privilège des juridictions. Au-delà de ça, rien que pour ça, respecter la personne. Il ne faudra pas croire, vous savez, le monde est tel qu'il est. La société a établi une sorte de hiérarchisation où, en tant que citoyen lambda, je ne peux pas me prévaloir comme un sénateur, un député, un gouverneur, autre. C'est ça la société qu'on a voulu. C'est inadmissible qu'on aille arrêter quelqu'un. Il y avait plusieurs procédures. Je crois que c'est vrai, Atou Matoboa n'est pas le premier. Il a plusieurs fois refusé d'obtempérer à la décision de la justice, plusieurs mandats d'arrêt, il refusait de répondre, ça c'est une certitude. Moi je crois qu'il fallait qu'on le cueille. Mais le problème c'est que, pourquoi cette forme d'exhibitionnisme? J'ai l'impression... le cueille et de quelle manière? Vous savez comment on a fait avec Lambert Mende Malanga? On l'a pris dans sa maison, oui. Des véhicules étaient là, on le met dans un véhicule, on le ramène. Pas le faire circuler dans la ville, en short, les gens viennent... c'est pas... Il était au Pont Gabi, c'est peut-être qu'on l'a eu au moment là, c'est pour ça que vous parlez de circuler, alors il n'était pas chez lui. Non, vous n'avez pas vu la vidéo? On l'a pris dans sa résidence. On vous montre la vidéo. Oui. Il y a eu une vidéo où, depuis la résidence, on sort avec, on marche avec, jusqu'à aller prendre des motos. Oui, je peux vous le donner après si vous voulez. Donc... Je n'ai pas compris pourquoi, mais malheureusement, après avoir étudié, j'ai compris une chose, c'est que dans la culture congolaise aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup trop de zélés. Il y a beaucoup trop de zélés qui malheureusement prêtent les flancs à ceux qui veulent pouvoir mettre un peu des bêtes de cochon sur le pouvoir. On vous envoie aller arrêter quelqu'un. Il est gouverneur bon sang. Vous arrivez, il oppose la résistance, saisissez-les si vous voulez. On peut utiliser même les véhicules chez lui à la maison. Prenez un de ces véhicules, mettez-le, ramenez-les au poste, pas le traîner dans la foule. Et puis, il y a quelqu'un qui était là parmi les militaires qui filmait. Encore gouverneur à Congo central. On a permis aux gens de jeter un peu. Et le comble maintenant, c'est que, au moment où on parle, l'homme est libre. C'est ça qui... Et non seulement qu'il est libre, les agents de l'ordre, on a promis des réparations parce qu'il faut également interpeller les gens qui ont été à la base de cette situation. Vous voyez un peu dans quelle sorte. Et moi, je crois qu'à ces stades ici, il faudra comprendre une chose. Au-delà de questions de droit, il y a ce qu'on appelle le process. Il y a eu une procédure et le respect de la dignité humaine. Ce respect-là est défini de manière échelonnée. Quand vous y allez, on n'a pas besoin de voir du populisme. Ce que les Congolais veulent, parce que c'est ça le sens du droit. Si la punition est le sens logique, le sens profond du droit, c'est la réparation de dommages causés. C'est-à-dire, le plus important pour nous, c'est que si Atou Matoboa a été accusé de détournement, qu'il la remette au trésor public ce qu'il a pris et qu'il purge sa peine. Notre plus grand problème, ce n'est pas le livrer à la vindicte populaire. Le plus grand problème, ce n'est pas qu'on l'humilie en public. Ce n'est pas ça l'objectif. Ce n'est vraiment pas ça le sens du droit. C'est comme si ça fait partie de ce process-là que vous décriez dans la police. C'est comme le docteur aussi disait pour un malfrat sur la route. Et même pour une personne qui est présumée innocente, pour une personne qu'on attrape seulement sur le fait, il faut d'abord passer par l'humiliation. C'est comme si c'est quelque chose qui est dans malheureusement, c'est une question qui est dans la culture congolaise. Oui. Malheureusement. Pour certains malfrats, au regard du caractère dangereux qu'il revêt, je peux comprendre qu'on prenne des mesures drastiques, le coincer, mais pas dans le sens de l'humilier. Mais pour quelqu'un non armé, politique comme Atou Matoboa, je ne vois pas pourquoi. Qu'on arrête un Kouloune, on sait qu'il peut être dangereux, il peut poignarder, il peut réagir différemment pour tenter de s'en sortir. Mais pourquoi en arriver là? Dans tout ça, c'est ce que je dis, on a atteint une forme de populisme, même dans des questions de droit, et ça, c'est pas correct. Alors, la police n'agit jamais seule. La police, elle sait se défendre, bien qu'elle n'ait pas fait un communiqué, mais la police n'agit jamais seule. Ça veut dire que lorsqu'on envoie, on va utiliser le terme de Mike Gardidiana, lorsqu'on envoie cueillir quelqu'un qui est recherché ou quelqu'un qui est accusé de quelque chose, il y a des ordres qui sont donnés. Ça veut dire, ce sont des ordres. Alors, qui doit-on indexer dans ce cas présent? Parce que tout le monde a l'impression de sembler se dédouaner. Moi, je pense qu'ici, dans une certaine opinion, on est en train de soupçonner un règlement des comptes
parce qu'il paraît, il est aussi conflictuel, sans parler de la fameuse histoire de Maman Mimi avec son vice-gouverneur. On se pose la question, est-ce que voilà, est-ce que le vice-gouverneur n'est pas derrière cette arrestation pour pouvoir se venger de l'humiliation qu'il aurait aussi reçue en son temps? On se pose un peu beaucoup de ces questions. Mais ici, le plus grand problème, c'est la police. Okay? Parfois, l'ordre peut être intimé, aller arrêter telle personne. Mais je ne pense pas que le commandant, soit le colonel, soit le major qui a donné cet ordre, demandera aux policiers, humiliez-les, faites-les ceci, faites-les cela. Non, je ne pense pas. C'est quand même Matouba. Quand ces gens font ça, ils savent qu'ils sont exposés aussi s'il y a des répercussions. C'est pas qu'ils savent pas, apparemment. Le problème avec notre police, je dois les souligner, c'est d'abord, premièrement, la plupart de nos policiers ne sont pas bien formés. La plupart de nos policiers sont recrutés en pêle-mêle, c'est-à-dire à la cité, n'importe qui. C'est le job voilà, pour les jeunes de n'importe qui, aussi. voilà. Et tout le monde peut venir, il pose sa candidature. Bon, s'il a peut-être une bonne posture, on les recrute un peu comme le feraient les sociétés de sécurité en quelque sorte. Ok. Parfois, quelqu'un qui n'a pas un niveau, voilà, juste la carrure, il n'a pas un niveau, un drogué, donc on s'en fout. Nos policiers ne sont pas formés, nos policiers ne sont pas disciplinés, ok. Nos policiers, parfois, quand je dis ne sont pas formés, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines infractions, même. Prenez juste les infractions, les infractions qui donnent souvent aux chauffeurs, aux motards. Vous allez vous rendre compte que ce sont parfois des infractions qui n'existent même pas. Même pas dans un code pénal, même pas dans un code. Il n'y en a pas dans nos lois. Et ils vous disent non, tu as telle infraction, tu as telle. Et quand tu lui dis de prouver cela, de le démontrer, ils ne sont pas capables de le faire. Donc, le problème, c'est d'abord la formation. Moi, je pense qu'on devrait formater cette police, ok, le former, afin d'avoir des policiers qui sont bien formés et qui sont également disciplinés. Parce que la police, c'est en quelque sorte aussi une brèche de l'armée. Alors, il doit y avoir une certaine discipline qui doit exister. C'est ce qui n'est pas le cas avec nos policiers. Vous allez trouver dans notre police des policiers non formés, indisciplinés, des drogués, hein, on en connaît beaucoup, et qui ne sont parfois jamais sanctionnés. Ce qui tue des fois, c'est lorsqu'on voit un policier en tenue dans un bar à 12 heures en train de boire, en train de... Voilà. Avec sa tenue, alors qu'on sait que même sous d'autres cieux, jamais pendant le service. Voilà, et ces policiers ne sera peut-être jamais sanctionné. Et sans parler des OPJ qui parfois, là, ces derniers temps, vous allez remarquer que la vague de Koulouna qui partait ne part presque plus. On n'en parle presque plus parce qu'il y a un système qui s'est érigé à la cité où les OPJ négocient directement avec la famille. Et pour ne pas envoyer leurs enfants à Kanyamaka CC, on leur donne un $200 et puis voilà. Et tout ça, c'est connu. Et ces gens-là, parfois, la hiérarchie connaît toutes ces bavures-là, mais ils ne sanctionnent pas. Et un autre problème, c'est aussi un problème des salaires. Ils sont sous-payés, voire mal payés. Et chacun se débrouille à sa manière. C'est comme qui dirait à l'époque de Mobutu que bon, débrouillez-vous. Et les soldats se permettaient toutes les exactions possibles pour pouvoir trouver quelque chose à manger. Donc je pense que c'est la hiérarchie juste de la police qu'il faudrait condamner, c'est ça? Je pense qu'il faudrait commencer d'abord par formater cette police, ok? Faire d'abord ce qu'on appelle un recensement de toute la police, un recensement informatisé de toute la police, connaître les niveaux de tout un chacun et à partir de là, commencer une certaine formation pour ceux qui doivent en bénéficier. Et puis, à travers cette formation, on aura quand même des policiers qui sont disciplinés et des policiers qui ne valent pas la peine peuvent être mis de côté. Sinon, on sera toujours en train d'assister à la même... à qui vous avez donné les armes, quand des fois vous les démobilisez, vous savez ce qui peut arriver. Hein? Bon, je pense que même si on a peu de policiers qui sont bien formés, ils peuvent maintenir l'ordre public
et dans le bon sens. Alors, Diana, pour vous, quelle est l'autorité qu'il faudrait indexer dans cette bavure policière s'il faut? On lui donne des indications, on lui donne une sorte de marche à suivre, on lui donne une certaine limite à ne pas franchir. Je crois qu'à ce stade-là, c'est vrai, il interviendrait la question de la capacité d'absorber ou de comprendre l'enjeu, la capacité de savoir réagir convenablement quand le contexte se présente différemment. Ça dit, tout ça rentre dans le cadre de la formation. Mais moi, je reste convaincu, le problème n'est pas d'évincer, le problème, c'est de pouvoir recycler, le problème, c'est de pouvoir refaire. C'est-à-dire la culture ou, si vous voulez, la formation de ces policiers, parce que, j'ai l'habitude de le dire aussi, au-delà de ça, il y a plusieurs fléaux au niveau du service de la police. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je suis pour, je crois que pour une police comme la nôtre, il n'est pas nécessaire de donner à ces agents-là des armes létales. Okay. Pour des questions de maintien de la paix, au regard de la faiblesse dans la formation, c'est des gens qui doivent avoir des armes non létales. Des balles en blanc, ça existe. Aujourd'hui, il y a des matraques pour neutraliser des gens de hors-la-loi. Je crois à ce stade-là que ça sera la première des options qu'on prenne. Pourquoi je le dis? Parce qu'on a accumulé quand même quelques décès inopinés, justement à cause du manque de professionnalisme de ces agents-là. Et à cela s'ajoute, on peut faire de jour et de jour comme ça, citer quelques éléments. Vous savez que ces armes non létales dont vous parlez, comme les matraques, par exemple, bien comment ils s'appellent, les tasers. Les tasers, oui. Les tasers, quand on est épileptique, ça peut conduire. Hein. C'est là où je dis, c'est là qu'intervient maintenant. Ouais. Mais la question, c'est que quand vous envoyez un agent de l'ordre, ouais, comment savoir qu'en face de nous, on a un épileptique? Ça, c'est un autre problème. On serait dans des pays développés, ouais, où on a un fichier, on a un data. Ouais. Ça veut dire que quand on vous envoie pour aller intervenir, vous avez la fiche, c'est-à-dire, ouais, l'identité de la personne et même son état sanitaire. Ça veut dire qu'on sait quelles sont les dispositions à prendre, mais on est beaucoup trop loin pour pouvoir en arriver là. Mais je crois qu'à la limite du possible, à ces stades ici, cette police-là mérite vraiment d'être remise à niveau, mérite en tout cas d'être assainie, sinon ça deviendra compliqué. Et permets-moi de chuter. C'est là où je dis, il n'y a pas que le service de la police, mais également en aval. Je veux répéter ce que je dis dans les questions de droit, c'est que moi, ma plus grande déception, c'est que le chef de l'État est allé sur un schéma très logique, qui pour moi a traduit cette volonté de pouvoir aller dans cette sorte de continuité de l'État au-delà de quelques fresques. Parce que quand on vient d'un État, autrefois, un État post-conflit, où généralement la première des tâches était de réunifier la République, on vient une deuxième fois, on s'est dit, bon écoutez, à mon humble avis, j'aurais préféré que la première des phases soit la consolidation de l'État sur l'ensemble du territoire, mais il était logique que pour consolider, il faut nécessairement une économie forte. On a réussi à mettre en place un cadre macroéconomique depuis 2012. Maintenant, au regard de coulage de recettes, il était logique que nous activons la justice pour contrôler et canaliser tout ce qu'on a pour pouvoir aller vers les politiques de développement. Là, maintenant, on ne peut pas aller dans une question d'état de droit sans commencer par assainir en intérieur. C'est-à-dire qu'il y a toute une culture qu'ils ont depuis... comment il s'appelle, Alexis Tambo-Mwamba l'a dit, quand vous parlez du principe de 3V, chaque avocat sait ce que ça veut dire. Veste, voiture et... le troisième, c'est quoi? Je vais oublier. Oh, donc, vous comprenez. Ouais. Le principe, c'est que c'est des gens qui sont dans une culture de la facilité. C'est des gens qui sont dans une culture de ne pas rendre service. C'est-à-dire la dimension d'âme d'État. Et il y a peu d'entre eux qui peuvent s'en prévaloir. Et je crois que la meilleure des choses, c'était, heureusement qu'il a reconnu dans son dernier discours, la meilleure des choses, c'est de pouvoir commencer par veiller sur la qualité des hommes pour enfin appliquer. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieux huiles. Et ça, c'est un principe. Moi, je lui ai dit, malheureusement, les gens nous ont taxés d'opposants. Aujourd'hui, heureusement qu'il y revient. Je crois que c'est la meilleure des choses à faire pour qu'on continue cet échelonnement. Sinon, de la police, au niveau de la justice, on continue à décrier parce que quand on regarde les cumuls des événements ces derniers temps, je me dis, le chef de l'État aura du mal, 2023, à se tenir devant les gens et leur expliquer le concept d'état de droit parce que les choses sont allées dans les très mauvais sens. Arrêté, aussitôt relâché et rentré chez lui, c'est comme Mike et Diana le disaient, est-ce qu'il faudrait-il qu'on prenne au sérieux ces actions judiciaires désormais? Bon, aujourd'hui... Surtout qu'il ne faut pas oublier, il y a eu derrière un soulèvement qui commençait déjà. Le président de l'Assemblée provinciale du Congo central parlait déjà de fils né Congo et tout ça. Donc, alors, faudrait-il prendre au sérieux ces actions judiciaires? Bon. Et de la théâtralisation. Je pense qu'aujourd'hui, le président de la République avait, dès le début de son mandat, avait déjà bien commencé
ok? Et tout le monde était en train d'apprécier. Mais ces derniers temps, tout ce qui s'est passé, tous les événements que nous avons connus ces quelques derniers jours, ont fait en sorte que la plupart des gens n'y croient presque plus à cet état de droit. On fait en sorte que les gens n'y mettent plus, en fait, trouvent que l'état de droit devient juste un slogan creux. Et c'est fait à dessein, apparemment. Ben oui, parce par les gens qui travaillent aux côtés du président. Je pense que le premier problème ici est que le Congo a un problème d'hommes. Et surtout dans le domaine de la justice, on a vraiment un sérieux problème d'hommes. Donc, il faudra d'abord commencer par travailler sur ces problèmes d'hommes. Et puis, par après, on pourra peut-être voir dans d'autres secteurs ce qu'on peut faire par après. Et ici, presque tout le monde veut avoir plus. Tout le monde veut voler. Tout le monde veut être corrompu. Tout le monde est corruptible. Et c'est pourquoi nous assistons dans des choses. On arrête une personne pour certaines infractions, pour un problème judiciaire. Vous allez voir, il y a le... Oh non, nous sommes de la tribu des ceci, nous sommes contre, nous sommes des dignes fils d'eux. Et finalement, quelque part, oui, on peut condamner la justice. On peut se dire qu'il ne fait pas bien son travail. Mais quelque part aussi, on se rend compte que la justice est soumise sous une certaine pression dont elle tend, oui, une pression politique dont elle tend tant bien que c'est mal à se défaire. Je pense que la justice n'est pas encore totalement indépendante comme on le voudrait. Parce qu'elle doit normalement avoir son indépendance, être capable d'agir quand il le faut, et au moment où il le faut, et suivant une procédure bien déterminée. Mais quand vous avez une justice qui n'arrive pas vraiment à bien faire son travail, il y a des interventions, il y a des appels, il y a des menaces de mort que les magistrats parfois subissent, et qui font en sorte que le travail n'est pas vraiment bien réalisé. Un magistrat dit par exemple que j'ai été menacé de mort par tel, parce que ces menaces-là ne viennent pas du ciel. Ça veut dire la personne, on est conscient de la personne qui vous menace. Alors lorsque le président de la République dit l'état de droit est en marche, qu'est-ce qui empêche à la personne qui est menacée, par exemple un magistrat, un juge, de se référer directement au magistrat suprême pour lui dire que je suis menacé dans tel dossier par telle personne? C'est difficile de passer par ce canal-là? Bon, c'est difficile. Afin que cette personne elle soit mise de côté. C'est difficile parce que déjà, il y a plusieurs magistrats, il y a plusieurs dossiers également, parce que ce n'est pas seulement le dossier des politiques où ils reçoivent des menaces de mort, même des dossiers simples, ils reçoivent aussi des menaces de mort. Je parle des hommes forts, par exemple, pour dire, par exemple, si vous incarcérez tel ministre, moi, un autre ministre, je vous ferai voir des vertes et des pas mûres. Donc ça veut dire que vous savez qui vous menace. Donc ça veut dire que vous pouvez faire un rapport direct au Premier ministre, par exemple, pour lui dire qu'il y a tel ministre qui me menace dans tel dossier. Je pense que la politique n'est pas dynamique. La politique est quelque chose qui est compliqué parfois à comprendre. Parce que tu peux également faire cette dénonciation. Ok? Et ça vous retourne? Ça se retourne contre vous et ça devient encore plus pire qu'avant. Et voire même, parfois, vous perdez vos enfants, vous perdez votre femme, vous perdez... Et vous trouvez que la personne à qui vous êtes allé vous confier, ok, est restée immobile, inerte, il n'a pas réagi. Conséquence, vous êtes livré à vous-même. Et les conséquences, on en connaît, parfois on n'en parle même plus. Je pense qu'aujourd'hui, la justice, oui, elle essaie tant bien que mal de faire son travail, mais face à la pression politique, c'est vraiment, vraiment très compliqué. Or que pour que nous puissions nous développer, comme je l'ai souvent dit, souvent dans différentes émissions, nous avons premièrement besoin de bien faire en sorte que l'état des droits soit réellement effectif. Et pour que l'état des droits soit effectif, nous avons besoin d'une bonne police qui fait correctement son travail. Nous avons besoin d'une justice qui fait également correctement son travail. Et puis le reste est là, nous pourrions juste nous atteler sur les voies de communication pour pouvoir évoluer. On n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Alors, il a été arrêté, il a été relâché. Il y a toujours cette dénonciation de détournement des fonds de l'ordre de 3 058 313 $, dont il est accusé. Donc là, on peut se dire que l'affaire est close.
Non, l'affaire n'est pas close parce que l'homme n'a pas encore répondu. En matière de justice, je ne pense pas que le fait qu'ils soient en liberté justifie ou encore annule l'action entamée par la justice. Seul un jugement définitif ou qui peut définitivement clore une affaire. Donc, je crois qu'à ce stade ici, je pense à mon humble avis qu'il a été juste relâché parce que à ce stade ici, le plus grand objectif à atteindre, c'est de pouvoir aussi ne pas donner une mauvaise image de la justice. Je ne pense pas que Matubwana a été lavé. Mais seulement, ce que je veux dire, c'est que j'ai entendu la question posée ici. Vous savez, je vais aller dans... Deux questions me préoccupent. La première des choses, c'est que j'ai également vu sur cette affaire beaucoup de gens condamner la déclaration de Jean-Claude Wemba, du reste président de l'Assemblée provinciale, qui a finalement tribalisé son discours. Ça, c'est quelque chose à dénoncer. Ce n'est pas une valeur, ça, c'est une certitude. Mais maintenant, s'il faut être juste, c'est qu'il faudra comprendre une chose. Dans l'historicité de la vie politique de la RDC, notre politique a toujours été clivante. C'est-à-dire, les formations politiques qui sont censées définir la ligne et les couleurs politiques sont nées des regroupements socio-culturels. Ce qui fait que ça nous plombe jusqu'à aujourd'hui quand vous allez en vote tel. Ça, c'est un élément connu. Ce qui fait qu'actuellement, quand vous arrêtez comme ça, les politiques, dans leur besogne, ont toujours ces liens-là. C'est-à-dire, il y a toujours ces tandems-là, ces recours. Et vous vous rendez compte, c'est là où je dis que faire la politique en RDC, surtout si on veut aller dans cette dynamique, cet idéal de l'état de droit, il y a lieu de pouvoir briser certains éléments, refaire un autre équilibre. Et malheureusement, c'est quelque chose qui avait commencé. Seulement, on n'a pas su capitaliser. Le plus grand héritage, à mon humble avis, de Joseph Désiré Mobutu, c'était justement ces soucis de pouvoir, c'est-à-dire briser les barrières ethniques dans la dynamique congolaise. Malheureusement, on n'a pas compris. On est revenu après autant d'années à ça. C'est-à-dire, s'il faut être juste, je comprends dans la dynamique le besoin de Jean-Claude Wemba, mais malheureusement, ce n'est pas une valeur, il faut briser. Et au-delà de ça, est-ce qu'aujourd'hui, le fait que les politiques pèsent, aller dans les systèmes de dénonciation, non, je vais chez le Premier ministre, sur le Président de la République. Non, écoutez, la politique, c'est que tient compte de l'équilibre des trois forces centrifuges. Il y a un pouvoir judiciaire, il y a un pouvoir exécutif, il y a un pouvoir législatif. C'est-à-dire dans la notion de séparation de pouvoir, dès lors que l'autre pouvoir commence à avoir plus d'emprise qu'il devrait en avoir, on tombe dans des vices. Et aujourd'hui, si forcément on doit aller dans des négociations auprès du Premier ministre, parce qu'il est Premier ministre, pour résoudre un problème, dans ces cas, on tue la justice. La meilleure des choses à faire à ces stades ici, c'est rendre indépendant, mais ça passera par la qualité des hommes. C'est ça le plus grand problème. C'est pourquoi j'ai dit toujours aux gens, les gens me trouvent un peu dur, mais j'ai l'habitude de dire, le Congo atteint une misère intellectuelle. C'est qu'on peut avoir quelqu'un, quand il est encore, je crois, un électron libre externe de la politique, on dit, bah, écoute, c'est un homme qui a des valeurs. Dès qu'il arrive dans la sphère, il est corrompu. Mais pourquoi on va dire que c'est naturel. Parce que le système est plus fort que les hommes. La meilleure des choses à faire, c'est recréer une dynamique. On ne peut pas compter sur un individu pour venir régler un problème endémique qui est devenu culturel, qui est devenu un mode de vie aujourd'hui au Congo. Être honnête tient lieu d'un sacrifice. C'est-à-dire, regardez même dans la société, regardons sur le plan sociologique. C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas timbongwa et qui n'ont pas Siango, on mettrait de Yuma. Bien sûr. Le papa, qui c'est chance now? Est-ce que c'est une chance? Est-ce que c'est une chance? Ok, États-Unis, aux généralement, les gens négligent ces éléments, c'est fait anodin, mais c'est généralement des indicateurs de à quel niveau la société arrive. Et si nous en sommes là sur des questions simples au niveau sociétal, je me demande aux gens qui côtoient les millions et les millions de l'argent de la République, les gens qui dirigent, les gens qui ont une parcelle de pouvoir, n'attendez pas mieux si on ne change pas cette dynamique-là. Donc, mais on la changera quand, Mike? On le dit tout le temps ici, on doit changer. Vous voulez que je vous dise en deux mots? Oui, en deux mots. Le Congo a encore besoin d'un dirigeant comme Muammar Kadhafi. Mais là, c'est la communauté internationale qui va crier encore. Je n'ai pas dit tuer les gens, mais remettre chacun à sa place. Poutine, par exemple? Poutine, c'est à notre niveau. C'est à notre niveau. Poutine, c'est à notre niveau. Alors, les Congolais veulent une chose et son contraire. Ça, je l'ai lu aussi tout le long du week-end. On crie toujours état des droits, les détourneurs doivent être mis aux arrêts, mais quand on les arrête, on crie encore droit de l'homme, brutalité policière. On a vu tout le long du procès Kamer, et il a été inculpé, il a été mis en prison.
c'était la liesse chez certains, c'était le désarroi chez ces combattants. Et puis par après, on a crié, c'était Monsieur l'innocent et tout ça, alors qu'il y avait un jugement. Et maintenant qu'il est relâché, ce sont les mêmes personnes qui condamnaient le fait qu'il soit arrêté. Ce sont les mêmes personnes qui condamnent encore le fait, disons, qui ne voulaient pas qu'il soit arrêté, mais qui condamnent le fait qu'il soit relâché. Finalement, c'est comme si le Congolais ne sait pas ce qu'il veut. Docteur. Bon, je pense que, bon, je dirais que certains Congolais ne savent pas ce qu'ils veulent. Parce qu'il y a des gens qui savent réellement ce qu'ils veulent. Alors, ils sont très minoritaires. Voilà. Le problème, le premier problème ici est que nous avions le président Mzee Laurent Désiré Kabila, ok, qui a voulu apporter une nouvelle dynamique dans la façon de gérer la République. Malheureusement, vu cette dynamique qu'il voulait apporter, il a été assassiné. Ce qui dit que quand vous arrivez dans un système bien établi, ok, vous avez deux choses. Soit vous travaillez avec les systèmes, vous gravissez les échelons, ok, vous arrivez à un niveau où c'est vous qui faites travailler les systèmes. C'est à partir de là que vous pouvez commencer maintenant à transformer tant soit peu les systèmes. Alors, nous avions ici un système que Mobutu nous a laissé, un système de népotisme, un système de corruption, un système de vol, un système de détournement. Tout ça, c'est un système qui nous a été laissé par Mobutu. Un système que Joseph Kabila, que Mzee Laurent Désiré Kabila est venu presque détruire. Et en voulant détruire ces systèmes, il a été assassiné. Joseph Kabila, en arrivant au pouvoir, s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas combattre les systèmes. Alors, il nous a encore plongé dans un système encore plus pire, parce qu'avec Joseph Kabila, il n'y avait pas d'arrestation, tout le monde pouvait faire ce qu'il veut. Et imagine que vous avez eu 18 ans, vous vous êtes habitué à un système où tu peux détourner, tu peux voler, tu peux faire ce que tu veux, tu ne seras pas inquiété, tu ne seras pas poursuivi. Les gens sont habitués dans ça. Et je pourrais dire même 80% des Congolais sont habitués avec ces systèmes. Et voilà, je ne pense pas que c'est un système qui peut changer en 5 ans de pouvoir de Félix Tshisekedi. Je ne pense pas. Et c'est ce qui fait que quand on arrête une personne, ok, les gens veulent apporter une certaine pression, faire une certaine pression à la justice, parce qu'on sait encore que la justice que nous avons aujourd'hui, elle est encore fragile. Elle n'est pas encore modélée de la façon dont peut-être voudrait le président de la République pour qu'on ait un état des droits vraiment effectif. Alors, c'est tout à fait normal que les gens cherchent à faire une certaine pression, les gens cherchent Surtout qu'il y a maintenant ce stress-là qui est mis peut-être dans la tête des dirigeants actuels. C'est pour dire, quand vous arrêtez un digne fils du Bas-Congo, sachez qu'en 2023, vous n'aurez pas de voix de votre côté. Voilà. Lorsque vous arrêtez un digne fils de l'Ituri, il y a toujours une carte politique et électorale à jouer. Alors, on va dire que maintenant, on sait comment tenir le régime en place. C'est justement par cette crainte-là de se voir refuser les voix. Oui, normalement. Et c'est comme ça. Hein? Et je pense que c'est déjà un système qui est bien entretenu. Il faudrait maintenant une personne, un leader, une personne qui a cette force-là, une personne qui a une dictature positive. Okay, qui peut s'imposer tout en se protégeant. Donc on comprend qu'en ce moment on n'a pas les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. On ira jusqu'à dire ça? Je pense que jusque là on n'a pas encore ça. Et je pense que le président Félix Tshisekedi, il est arrivé au pouvoir, ok? Il a essayé tant bien que mal de transformer ce qu'il pouvait transformer par rapport au système, ce qui n'est pas vraiment facile, parce que même ses collaborateurs sont dans le système.
Et alors, ça comme rend Kabila, un peu, il ça dira rend en un peu les 2023, choses encore je n'ai plus pas pu changer difficiles. l'homme congolais, c'est ça? Oui, moi j'ai toujours donné raison à Joseph Kabila par rapport à cette déclaration, parce que l'homme congolais, il est ce qu'il est, il n'a pas encore changé, il veut avoir plus que les autres, il veut être au-dessus des autres, il veut mater les autres. Et le plus grand problème ici est que l'homme congolais n'a pas l'amour du Congo. Alors, on va parler du cas Mpunga. Olivier Mpunga, jeune homme de 32 ans. On va voir les images que la réalisation va nous diffuser. Fils unique, arracha sa mère à fleur d'âge, arrêté, persécuté par la même police pour infraction de droit commun. Alors, on en parle, on regarde d'abord l'image et ensuite on revient pour commenter. Papa ministre, yo moko zali papa, ata soko bomi mutu, nga nazali veve, mwana nanga kaka ye wana papa, bakoki koboma mutu modele wana, bakoki kobeta mutu ndenge wana, justice nga nalingi esalema na mboko, nalingi justice esalema mpona batu wana, abenga tanga parate ke o mwana na yo asali boye, mosambisi mwana, apres boke kotia mwana lokola clandestin papa, ezalaka wapi? Papa ministre, yo moko zali papa, ata soko bomi mutu, nga nazali veve, mwana nanga kaka ye wana papa, bakoki koboma mutu modele wana, bakoki kobeta mutu ndenge wana, justice nga nalingi esalema na mboko, nalingi justice esalema mpona batu wana, abenga tanga parate. Voilà, une vidéo qui ferait pleurer n'importe qui, hein? Une veuve déjà, donc qui n'a plus ce plaisir d'avoir son mari sous les yeux et maintenant son fils unique qui lui est arraché pour des raisons de droit, voilà, des faits, on va dire, des faits d'infraction de droits humains. On parle d'un véhicule donné en gage qui aurait conduit à cela. Alors Mike Diana, état de droit qui rime avec défense des accusés, présomption d'innocence, justice équitable, que dire de ça? Je crois qu'on a longuement épilogué sur le faille et le problème au niveau de la justice, mais également au niveau de services de la police. Parce que là où on est censé avoir, vous savez, là où on est censé avoir plus de sécurité, malheureusement, c'est devenu un mouroir. Ça, c'est un grand danger, c'est un sérieux problème. Je dis que il y a un problème, c'est-à-dire il y a infraction de droit commun. Quelqu'un qui, pour un véhicule donné en gage, où les véhicules auraient disparu, on l'accuse de pouvoir, peut-être, je ne sais pas moi, vendu ou quoi que ce soit. La meilleure des choses à faire, on n'a même pas voulu aller jusqu'au bout. On n'a même pas voulu laisser la justice faire son travail. On s'est permis de torturer. J'ai entendu dans la vidéo que qualité, ma foi, le problème est à bobé taillé ou le problème c'est que la personne qui a porté plainte puisse trouver gain de cause. Que vaut un véhicule vis-à-vis de la vie? Non seulement la vie, une vie autant précieuse pour une femme de cet âge-là, qui n'a eu la chance que d'avoir un seul enfant. Ça veut dire que c'est une pierre deux coups. Cette femme-là, à cet âge-là, je doute fort qu'elle tienne longtemps. Oui. Dans ce cas-là, quel est le devoir régalien de l'État? Et surtout que là, c'est un ministre à qui on fait, je ne sais pas, ministre, je ne sais pas c'est de quel ministre, parce que nous savons que le ministre de la Justice c'est là où je ne comprends pas. Je ne sais pas. Quand est-ce qu'on fait intervenir le ministre pour trouver solution, ou le ministre est impliqué dans l'affaire? Parce que, au regard de la déclaration de la maman, j'ai l'impression qu'il y a un ministre impliqué. Bah oui, parce que c'est comme une accusation à Tababou Maramutu. À Tababou Maramutu. On dirait que parce qu'on est ministre, si quelqu'un prend une affaire qui t'appartient, tu n'es pas le bon Dieu. Tu ne peux pas amener quelqu'un comme ça à la police jusqu'à être torturé et puis décéder par la suite. À ces stades-là. Et surtout, moi, le problème, c'est que ce qui dépasse, c'est que lorsque vous voyez qu'une personne a été même déshabillée, et c'est là, on revient toujours à la question d'humiliation. Matouba Toubouana, il avait son jogging, qui commençait même à presque lui tomber, là, des reins, comme ça. Et là, c'est quelqu'un qui est carrément en sous-vêtements. On aurait l'impression que finalement, les agents de la police sont en train de régler des comptes aux gens. Mais qui et pourquoi? Oui. On aurait l'impression que finalement, aujourd'hui, la justice est devenue... qui filme ça? Qui filme? Je crois que c'est un agent. Est-ce normal? À ces stades-là, je ne vois pour pas un civil balancer dans les réseaux sociaux. Pour mettre sur les réseaux sociaux. Je me demande, je me dis, à ces stades ici, on a l'impression que
la justice, elle est devenue populaire. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le folklore est devenu un élément des premiers rangs. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, c'est-à-dire, le respect de la vie, c'est-à-dire, vous savez, je ne comprends pas. On vous dit qu'un gars qu'on a pris, c'est-à-dire en flagrant, en train de mitrailler des gens dans un collège en France, on l'arrête, mais quand France 24 vous montre les images, on floue son visage. On floue son visage. Des fois, on met une couverture sur on lui met une couverture, on ne veut pas parce qu'on s'est dit c'est une vie qu'il faut sauver. On s'est dit qu'il va répondre devant la justice, mais en attendant, il est encore présumé. On ne sait pas quelle est l'issue du procès, même quand on vient d'avoir quelqu'un en flagrant. Ma foi, c'est quoi? Même celui qui avait giflé Macron, vous savez il n'a pas été traité de la sorte. Il a fait ça. Il a purgé sa peine pendant 2-3 mois. Il est en liberté. Il a repris sa vie en tant que citoyen. Je crois que l'objectif, c'était de lui donner une leçon qu'il a compris aujourd'hui, qu'il faut valoriser la fonction président de la République. Ce n'est pas notre ami, c'est quelqu'un qui est le porte-étendard de toute une nation. On ne peut pas se permettre certaines histoires. Mais là, on parle de quelqu'un. Quand je regarde, je vois un homme éduqué, qui a étudié, qui a quand même une base. On sait le contexte difficile. Je n'ai pas l'habitude de qualifier les gens en fonction de leurs fautes. La plupart des gens, moi j'en connais beaucoup, des femmes qui se sont permis de voler dans les étalages, non pas parce qu'elle est voleuse, mais face aux besoins. Quand ils voient un enfant, un jeune enfant en train de mourir, par instinct de survie, c'est le premier geste qu'ils posent, aussi parce que la générosité tant légendaire de Congolais commence à disparaître du jour au lendemain. Je peux comprendre que c'est parce que les gens en ont aussi abusé, surtout dans les arrêts des bus. Oui, surtout. Mais malheureusement, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, dans cette affaire ici, je ne sais pas, à chaque fois j'ai envie de... Aujourd'hui, la personne est décédée. On parle de la personne maintenant au passé. À chaque fois j'ai envie de mettre ma rationalité dedans. Finalement, mes émotions prennent le devant. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on arrive à ces niveaux-là. À ces stades-là, je pense, à mon humble avis, que vraiment, l'ensemble de cette équipe-là, les gens qui ont été là, de celui qui filme, de celui qui a donné l'ordre, de ceux qui ont exécuté l'ordre, de ceux qui passivement ont laissé faire cette histoire-là, je crois que vraiment... si on doit parler encore d'état des droits, je crois que le chef de l'État, c'est des choses comme ça qu'il faut commencer à corriger. Il faut à un certain moment aussi que ces agents de l'ordre eux-mêmes, ça j'allais oublier. Je me suis rendu compte que l'une des faiblesses également, ce qui consacre la léthargie au sein de ces services, c'est aussi une forme d'impunité qu'il y a en interne. Bien sûr. Deux fois, les policiers, je me pose la question, les policiers qu'on a pris en flagrant délit en train de racketter des gens dans des véhicules, certains ont été limogés de la police, oui, mais les autres, quel est leur sort? Je crois qu'il y a certains qui ont été encore déversés sur la route. Je crois que cette forme d'impunité au sein de services... Quand on est au courant de Céline Kelembala de chaque fin de chaque 18 heures, imaginez. Où l'argent va chez une personne bien précise. Par contre, aller dans d'autres États, s'il y a la première des punitions, s'il y a une première discipline, c'est les agents de l'ordre. Un policier est tenu à une discipline extrême. Un militaire encore plus. Je crois qu'à ces stades ici, vraiment, il faut vite corriger ça. Le pouvoir exécutif doit vite trouver des mécanismes pour régler ces problèmes-là. Et s'il faut nettoyer, s'il faut punir sévèrement, il faut le faire parce qu'on ne peut pas ôter la vie. Je pensais que vous allez dire s'il fallait une justice du genre, dans le temps, je crois, on mitraillait à l'auditorat, on les mitraillait des fois comme ça, des gens qui en arrivaient à ce genre d'exaction. Ça encore, c'est une solution très, très à l'extrême. Oh, oui. Je crois que la punition doit être sévère. Oh, il faut dire que ça révolte, hein. Docteur, cette image. Oui, c'est révoltant. C'est vraiment révoltant parce que nous, médecins, on s'attelle à pouvoir sauver des vies, garder des vies. Voilà. Et pendant que les autres sont en train de faire le serment de tuerie. Voilà, le serment de tuer, de gaspiller. Tu es très inspiré aujourd'hui. De gaspiller toute une vie aujourd'hui. De gaspiller toute une vie comme ça. Le cœur réagit. Et ça fait vraiment très mal. Et je pense que nous revenons toujours au même problème. Les problèmes de formation les problèmes de discipline au niveau de la police. Et la grande caractéristique, comme je le disais souvent, que Joseph Kabila nous a laissé, c'est l'impunité. Et c'est dans tous les secteurs, ce n'est pas seulement au niveau de la police, c'est dans tout le secteur où l'impunité sévit. Donc chacun fait ce qu'il veut, il peut arrêter qui il veut, il peut séquestrer qui il veut, ça dépend de sa puissance, ça dépend de son rang.
il peut faire ce qu'il veut, parfois il peut même tuer. Ça dépend de son rang. Il peut détourner des millions, ça dépend de son rang. Tant que nous allons continuer avec cette impunité, tant que nous n'aurons pas des unités spéciales qui sont vraiment formées pour pouvoir traquer ce genre de problèmes, ça va jamais changer. Est-ce qu'il y a des bons formateurs de police ici en RDC? C'est ça aussi le problème. Mais s'il n'y a pas de bons formateurs, nous avons vu avec l'armée. Il faut avoir des psychologues aussi. Vous savez, vous êtes médecin, je vous savez. Oui, il faut avoir normalement. des psychologues de la police. Oui. Quand vous déversez dans la police quelqu'un qui a été, depuis son enfance, on va dire, violé par son beau-père, qui a subi des exactions, vous vous rendez compte que quand il tient une arme comme ça, pour lui, il tire sur tout ce qui bouge. Je me rappelle à l'époque de Musée Laurent Désiré Kabila, la plupart des criminels allaient souvent s'enrôler soit à l'armée, soit à la police. Et on le prenait. Mais surtout les chômeurs. Hein. Voilà. D'abord, déjà, dans le recrutement, on doit changer les systèmes. Et puis, chercher un moyen de pouvoir former ceux qui sont déjà policiers et ceux qui doivent intégrer la police. Alors, quel est votre mot de la fin pour ce sujet? Que demandez-vous aux autorités du pays présentement, surtout pour le dernier cas que nous avons vu? Parce que le premier, nous ne savons pas si c'est à cause de cette affaire de détournement ou c'est les rumeurs qui courent à propos du gouverneur AI qui serait derrière. Donc, qu'est-ce que vous demandez à... Je pense que déjà avec ce qu'on a fait au gouverneur, à tout, ça doit réveiller la conscience de nos politiciens, de ceux qui nous dirigent en quelque sorte, de la hiérarchie même de la police, et puis de tout le gouvernement, afin de mettre fin d'abord à l'impunité qui sévit dans tous les secteurs de la vie. Ça, c'est par rapport au gouvernement et à la hiérarchie de la police, de mettre fin à l'impunité, de pouvoir définir les bases du recrutement de la police pour ne pas prendre n'importe qui, parce que parfois quand on prend n'importe qui, il gravit des échelons, il devient commandant, il ajoute avec ça son orgueil qui est un orgueil propre et il se permet de faire tout ce qu'il veut. Donc déjà, recrutement, dans le recrutement on doit bien sélectionner, on doit faire un bon tamis. Et puis, aussi qu'il faudrait un certain niveau refaire la forme. Oui, un certain niveau d'études a toujours été nécessaire. Ça, on a toujours eu. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Malheureusement. Ouais. C'est vraiment important, le niveau d'études. Ne fût-ce que graduat. Ça peut nous aider. Voilà. Et puis, réformer en quelque sorte tous les policiers. Faire d'abord... Quand vous dites tous les policiers, vous incluez aussi leurs supérieurs. Oui. Même leurs supérieurs, ils ont un problème sérieux. Ouais. on doit revoir certaines choses. On doit fixer certaines dispositions. Et enfin, revoir un peu la loi fixant fonctionnement et organisation de la police. Essayer un peu d'intégrer certains articles. Et c'est ce qui me fait également très mal parce que j'ai vu la législature touche à sa fin, mais les députés n'ont presque voté aucune loi par rapport à la population. Il y a tellement de problèmes, il y a tellement de lois à voter que jusque-là, je n'en vois pas aucune. On nous apporte des lois avec des gros mots, PME, si c'est je ne sais quoi, des lois qui n'ont presque pas de sens. Pourtant, ces différents problèmes sont des problèmes où le député doit réfléchir et proposer des lois afin de mettre, enfin d'en finir avec ce genre de problème. Mais gardez votre mot de la fin, votre dernier mot. Bon, je crois que en termes de mot de la fin, tout ce que je peux demander, en tout cas particulièrement, parce que c'est toute une dynamique pour l'actuel chef de l'État, c'est que vraiment, comme il en a eu conscience, il faut nettoyer sincèrement au niveau de la police. C'est vrai, on peut dire aujourd'hui qu'on veut un niveau minimum au niveau de service de sécurité et de graduats. Ça sera une police sans effectif. Je ne connais pas un graduat qui s'engagerait là-bas. C'est-à-dire, s'il y en a, ça sera à la limite. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut commencer par valoriser ces métiers-là. Ça doit être un métier pour toute une vie. Et parce qu'aujourd'hui, quand vous allez à la police, un gradué, c'est quelqu'un qui aspire à des grandes fonctions. C'est-à-dire, et cette fois, avoir des policiers de rang gradué, je doute fort que
dans l'état actuel de la police qu'on ait des agents. Donc, le plus important, c'est qu'avec les éléments qu'on a, notre système éducatif aussi, il y a beaucoup à redire là-dessus. Beaucoup à redire là-dessus. Donc, comprenez. Et le problème aussi, c'est que je crois qu'il ne faudra pas aussi stigmatiser au niveau de ces services. Généralement, un diplômé d'État, ça ira, comme on l'a toujours dit, et comme c'est le cas dans les textes. Mais le plus important, c'est veiller sur la qualité des gens qu'on recrute. Dans cette société ici, avec les difficultés en termes de scolarité, en termes de conditions de vie, je ne pense pas que ça serait logique de pouvoir fixer les règles à ces niveaux-là. Cependant, il faut vraiment veiller et aussi il faut, de manière permanente, recycler, reformer, rééduquer les agents de l'ordre, si nécessaire, en tout cas à mon humble avis, créer d'autres unités parallèles pour pouvoir accompagner ces gens-là, parce que ce qui s'est passé d'évoluer très déplorable, malheureusement, ce qu'ils ne savent, parce que dans la culture, dans la mentalité congolaise, c'est le chef de l'État qui tue, ce qu'eux ne savent pas. Et ça, ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Alors, c'est bien ce que vous dites, mais il y a quelque chose qui m'est venu en tête. Je me suis dit, oui, c'est vrai qu'on parle de gradués, on parle de licenciés, on parle de quoi, D6, mais aujourd'hui, entre un docteur en économie et quelqu'un qui n'a pas étudié, on va dire, sur le plan du travail, des fois, comme ça, la mentalité plutôt, on ne sent pas la différence. Pas du tout. En RDC, on ne sent pas cette différence. Vous risquez d'ouvrir une boîte de Pandore. Ah oui, justement, je ne voudrais pas ouvrir. On n'a pas assez de temps, sinon je me serais jeté volontiers dans ce débat-là. En tout cas, je me serais... Ce sera à cœur de joie qu'on va célébrer. Voilà, j'ai beaucoup à dire là-dessus. Alors, on va parler maintenant de la présence de la police rwandaise sur le territoire congolais. Fake news ou pas, faux, d'après le commissaire divisionnaire de la police nationale, le général Dieudonné Amoli. Alors, Mike Diana, ça rappelle également la délégation de Patrick Mouyaya, ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, sur la présence sur le sol rwandais des troupes ougandaises. Sa première déclaration, il disait pas du tout. Alors, on se demande, est-ce que c'est pas un peu ce jeu-là de ping-pong qui est en train de se faire en ce moment, où on doit vraiment y croire aux paroles du général Dieudonné Amoli? Encore une fois, en réalité, vous savez, le domaine de la sécurité, ou en termes de collaboration sur le plan militaire, c'est généralement des domaines très réservés où le chef de l'État a le plein pouvoir. Mais le problème, c'est que c'est une question d'ordre étatique et des questions vraiment très, 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 très pertinentes qui méritent des éclaircissements sur la population. Vouloir entretenir la confusion sur des questions de l'entrée des troupes étrangères sur le sol congolais, des États, généralement officiellement, où on n'a pas de problème, mais historiquement, on a un passé très sombre et très compliqué. Déjà que faire gober la pilule de la présence de l'armée ougandaise, c'est une histoire qui ne passe pas jusqu'à aujourd'hui. Vouloir aller dans ce sens-là, je me demande où on va. Qu'est-ce qu'on veut finalement? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on met autant de légèreté sur ces questions-là. Heureusement que cette fois, c'est l'armée qui réagit. Moi, j'ai beaucoup de foi en l'armée. Ça veut dire que c'est des gens qui sont sur terrain, des techniciens de surface, des gens qui sont sur place, qui savent dire de manière directe et sincère si oui ou non il y en a. Parce qu'il ne faudra pas oublier, quand vous avez évoqué la question de la présence des troupes ougandaises, la réalité c'est que les troupes ougandaises, c'est vrai, Patrick Mouyaya a nié, mais l'armée n'a pas fait cette communication-là. Maintenant, la question c'est qu'aujourd'hui, c'est l'armée qui dit non, et jusqu'à aujourd'hui, de manière formelle, je ne vois pas un accord qui nous lie ou qui demanderait à ce que le Rwanda vienne nous aider sur ce terrain-là. Mais ce que je déplore, c'est cette faiblesse des communications. Pourtant, on devrait en avoir à un autre niveau avec Patrick Mouyaya. C'est comme s'il n'y a pas symbiose entre les... Oui, mais c'est ça le problème. Parce que être porte-parole du gouvernement ne veut pas dire qu'on prend les initiatives seuls. Ça veut dire qu'on rapporte des décisions qui viennent de cours et de sources officielles. Lambert-Mende brillait parfois par ces histoires-là, mais parce qu'il était plus dans la dynamique c'est-à-dire de consommation populaire, avant le respect d'autres principes officiels. Mais maintenant, le problème, c'est que dans le contexte ici, il ne faut pas le faire. Dans ces contextes ici, on a besoin d'une communication très coordonnée, parce que c'est une question qui risque d'imploser. J'ai dit toutefois, sur la question de l'Est, est-ce que cette armée ougandaise
réunis avec l'armée congolaise, même avec la MONUSCO, ne saura pas atteindre les résultats escomptés s'il n'y a pas le 4e larron qui serait la population. C'est-à-dire, cette guerre-là a atteint une dimension. Il y a des ramifications communautaires. Et aujourd'hui, la plupart des gens qui commettent des exactions, c'est-à-dire, il y a déjà une familiarité qui est entrée. C'est-à-dire, il y a des enfants de là-bas. Chacun vient pour des raisons différentes. D'autres viennent pour des raisons économiques, d'autres pour des raisons de survie. C'est-à-dire que je vis dans une zone à risque. La meilleure façon de protéger les miens, c'est d'être un membre d'un groupe armé. Comme ça, on bénéficie de la protection. Les autres viennent parce que dans ces contextes, c'est difficile. Quand on va commettre ces actes-là, on gagne un peu d'argent dans les mines et autres. Il y a plusieurs raisons. Et au-delà de ça, il y a une sorte de nébuleuse qui est en train. Si on veut aller, il est important d'engager la population dans cette dynamique. Si on commence à entretenir les flous qui risquent de créer, on risque d'avoir une implosion interne. Et croyez-moi, je l'ai dit souvent, parce que le Congo attise la convoitise de plusieurs, notamment la partie Est. Il n'est un secret pour personne que s'il était permis aujourd'hui au Rwanda d'étendre son sol à l'Est, il le ferait. Le seul élément qui tient lieu encore, qui nous permet de garder encore cet État uni, c'est justement cette dimension supra-spirituelle qui fait que le Congolais, malgré les divergences, on peut s'entretuer. La dimension d'État, on peut tout nous reprocher, mais cette population-là garde encore son cœur sur son sol. Et c'est-à-dire, on est comme aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est comme des funambules. C'est-à-dire, il suffit que cette file-là se coupe aujourd'hui, c'est l'État qu'on met en péril. On marche sur des œufs. On marche sur des œufs et il est important de coordonner. Mais jusqu'à ici, je n'ai aucune information officielle faisant état de la présence rwandaise. J'ai quelques dénonciations des ONG qui auraient vu. Mais cependant, il ne faudra pas oublier que les incursions de l'armée rwandaise sur cet espace-là est souvent très récurrente, ce qui n'est pas aussi logique. C'est là où on dit que le Rwanda n'est pas un pays à prendre très au sérieux, qui joue un double jeu. Mais cependant, ce n'est pas vraiment une entrée. Jusque-là, une entrée officielle n'est pas encore confirmée, mais seulement, j'insiste, parce que le gouvernement doit éviter tout élément qui créerait la confusion. Sinon, on sera le plus grand perdant. Oui, le gouvernement devrait éviter tout élément qui créerait une confusion. Mais ce gouvernement aussi, docteur Pierrot, on a l'impression qu'ils ne tiennent pas compte. C'est vrai qu'en matière de stratégie de guerre et tout, les décisions sont prises au plus haut niveau. On ne veut pas faire trop participer le gouvernement. Mais vous pensez que si ces lois-là ne passent pas par le Parlement, c'est lié, on va dire directement peut-être au fait que la plupart de nos députés sont accusés d'avoir la main mise dans ces dossiers-là de guerre à l'est du pays? Je dirais juste que on ne doit pas aller vite en besogne, en s'accusant, en s'auto-accusant par rapport à ces dossiers de l'Est. Mais avant d'entrer en profondeur dans ma pensée, je pense qu'ici, je l'ai souvent dit, comme le général lui-même a dit qu'il n'y a pas un accord et qu'il n'y aura pas l'entrée des policiers rwandais dans le sol congolais, on s'en tient à ça. Et si, avec le temps, il y a évolution et que nous voyons que nous rendons compte que ce que le général avait dit est contradictoire à la réalité sur terrain, là, nous pourrions venir commenter et puis essayer un peu de dire quelque chose. Mais si dans les interventions, il y a des intentions manifestes qui veulent assez que les policiers rwandais viennent en République démocratique du Congo, là, moi, je dirais qu'on est contre cette initiative. Pourquoi? Parce que les interventions armées, même celui de l'Ouganda, moi, personnellement, je ne suis pas pour cette intervention-là. Certes, il paraît qu'il y a des prouesses. Il y a des prouesses, mais il continue toujours d'y avoir de morts à l'est de la République démocratique du Congo. Et dans tout, en plus, j'ai remarqué que à chaque fois qu'il y a intervention militaire en République démocratique du Congo, c'est là où les choses s'aggravent encore plus. À chaque fois. Et ça nous apporte encore plus de problèmes qu'on en avait avant.
déjà, dans chaque pays que nous connaissons, l'Afghanistan, où il y a eu l'intervention américaine, l'Irak, la Syrie, tous ces pays-là, voire même au Mali, au Tchad, là où il y a le Tchad est allé intervenir au Mali, ça n'a jamais réglé les problèmes. Faire appel à un autre pays, ça n'a jamais réglé les problèmes. Mais quand nous interrogeons l'histoire avec le feu Mamadou Ndala, le général Baouma et toutes ces personnes-là, nous avons vu qu'il y a des prouesses en interne. Donc notre armée, nos commandants, nos généraux sont capables de mettre fin à cette guerre-là. Mais pourquoi ils n'y arrivent pas jusqu'à présent? Pourquoi ils n'y arrivent pas? Parce que je pense la population du Kivu, la population de l'Est en général, nous ont passé un message clair, un message très net pour nous dire que ceux qui financent, ceux qui entretiennent, ceux qui envoient ces gens à commettre toutes ces exactions-là, c'est la communauté internationale à travers la MONUSCO. Ça, c'est la population du Kivu qui les dit. Vous voyez? Et tant que, je l'ai toujours dit, tant que cette MONUSCO sera là, elle est accusée par cette population qui marche, qui a fait des marches, qui a dénoncé beaucoup de choses, que jusque-là, il n'y a jamais eu réaction de la communauté internationale, il n'y a jamais eu quoi que ce soit. Je pense que le rôle premier de la communauté internationale dans tout ce qui se passe à l'est du pays, on doit bien le voir. Parce que tant que cette communauté internationale reste fixée sur ça, tant que la MONUSCO est toujours là, je vois difficile que les exactions à l'Est puissent se terminer. Et le fait de rajouter encore des troupes étrangères qui viennent de différents pays, ça complique encore les choses. Mais alors, vous pensez que, on ne va pas dire directement le chef de l'État, mais on va dire, vous pensez que notre gouvernement n'est pas conscient de tout ça, de quand la population crie, que ces gens-là viennent, lorsqu'ils viennent, c'est plus pour nous apporter. C'est parce que ils sont pas conscients. Ils sont conscients, c'est parce que le problème est que nous ne pèsons pas. Notre pays ne pèse pas. Notre président ne pèse pas. Bien que président de l'Union africaine. Oui, bien que président, il ne pèse pas assez dans la sphère internationale. Pour dire non à certains. Oui, parce que jusque-là, on a demandé à la MONUSCO de partir, mais jusque-là, la MONUSCO ne bouge pas. Elle fait que diminuer son effectif. Elle fait que diminuer son effectif, ne bouge pas. Et on l'a démontré ici à plusieurs reprises que à chaque fois, lorsque nous avons fini avec les différentes rébellions, RCD, MLC et autres, nous sommes allés avec les accords. Du coup, on a demandé à la MONUSCO de partir. C'est en demandant à la MONUSCO de partir, quelques temps après, c'est le M23 qui sévit encore à l'Est. Donc, on est obligé de garder encore cette MONUSCO. Alors qu'elle observe seulement. Voilà, elle ne fait rien, elle n'intervient pas. On met fin avec le M23. Du coup, c'est le CNDP qui réapparaît. On met fin avec le CNDP pour enfin demander à cette MONUSCO de partir. C'est ce que Joseph Kabila a fait en son temps. Du coup, ce sont les ADF. Donc, je pense aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand vos généraux sont confrontés devant une situation où il y a une grande puissance peut-être qui est derrière toutes ces choses qui se passent là. Et quand vous êtes confronté à cette situation, vous n'avez pas d'autres alternatives à faire. Soit vous avez deux choix, soit vous acceptez de vous mouiller les maillots et de mourir comme Mamadou Ndala l'a fait, soit vous travaillez. On lui a fait faire. Voilà. Soit vous travaillez en collaboration avec ces systèmes-là, ou soit carrément vous acceptez soit la mort d'un membre de votre famille, ainsi de suite. Mais vous savez, quand vous parlez de départ de MONUSCO, docteur Pierrot, vous savez qu'il y a des Congolais qui veulent que la MONUSCO ne parte pas, comme ceux qui y travaillent. C'est les renvoyer au chômage après autant. Dernièrement, il y a une image qui a circulé sur Internet où on voyait un avion de l'ONU, je pense, un hélicoptère de l'ONU en train de distribuer des vivres aux terroristes. Bon, certes, c'est une image encore beaucoup analysée, mais du moins, ça doit nous donner une puce à l'oreille et savoir que, en fait, c'est quelque chose qui est entretenu. Parce que jusque-là,
je suis d'accord avec la population de l'Est qui pense que la MONUSCO a quelque chose à voir par rapport à tout ce qui se passe à l'Est. Pourquoi? Parce que jusque-là, avec toutes les morts que nous avons connues, l'ONU n'arrive toujours pas à dire qu'il y a massacre en RDC et qu'il faudrait trouver une solution idoine une bonne fois pour toutes. Jusque-là, on n'a même pas encore déclaré des massacres. Et pour chuter, je pense que notre armée est capable de résoudre ces problèmes de l'Est. C'est un petit problème pour notre armée. Et ce que le président est en train de faire, c'est qu'il est en train de chercher à trouver des solutions qui peuvent aider à ce qu'il ne puisse plus y avoir insécurité à l'Est de la République démocratique du Congo. Mais faire appel à d'autres armées pour venir nous aider, c'est vraiment une très mauvaise solution. Et je suis en train de trouver que l'entourage du chef ne l'aide pas. Au contraire, ils sont en train de travailler pour son échec, voire même en 2023. Et le gouvernement Warrior nous l'a encore démontré, des décisions impopulaires et tout ce qui s'ensuit. Donc apparemment, j'ai pitié du président de la République et je suis en train de me rendre compte que la majorité des gens sont en train de travailler pour sa perte et pour l'humilier. On dit toujours qu'il n'y a jamais de mauvais troupes. Hein. Voilà. Alors, mais Gardidana, je ne sais pas si vous avez été... vous voyez, ces derniers temps, depuis qu'on a annoncé cette présence de la police rwandaise sur le territoire congolais, il y a des vidéos où on dit qu'ils ont comme légende affrontement entre population et police dans tel coin de l'Ituri ou du Kivu, du Grand Kivu. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'il en est exactement? Bon, en fait, je crois que déjà l'avoir évoqué, ça dit, aujourd'hui, quand vous regardez, quand vous jetez dans une analyse empirique, c'est que le Rwanda est pour beaucoup dans les différents malheurs qui ont frappé la population de l'Est, particulièrement le Congolais. Et aujourd'hui, quand vous évoquez le nom Rwanda, certes, sur l'opinion, c'est un bien gros mot qui passe mal. Qui peut être le paradoxe, c'est que quand vous arrivez pour les gens qui sont généralement dans les zones frontalières, parce que la cohabitation, curieusement, se passe très bien. Il y a beaucoup de Congolais au Rwanda. En termes d'échanges économiques, tout est OK. Mais le problème maintenant, c'est que c'est au niveau de l'opinion, au niveau de l'histoire. Et aussi, le Rwanda a prouvé plus d'une fois sa mauvaise foi dans ces questions-là. L'histoire a été écrite plusieurs fois. Quand on parle des questions de rapports, c'est tout le jour dans les différents rapports où on cite les datas. Nous-mêmes, on n'a pas un data suffisant. C'est-à-dire nos services, tout ce qu'ils ont comme archives, tout ce qu'ils ont comme données sur le massacre au niveau de l'Est sont faits par les étrangers, particulièrement la MONUSCO en grande partie. Et dans chaque rapport, le nom de Rwanda ne manque jamais d'être cité. Comme le rapport mapping. Exactement. Mais maintenant, le problème, c'est que à ce stade ici, ce que le Congolais veut, c'est-à-dire les défenseurs, les gens du premier plan veulent qu'on instaure une cour internationale de justice pour le cas de la RDC. Parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas vouloir s'engager dans une dynamique sans que nous ayons réparé nos passés. Ce que le Congolais veut, c'est qu'aujourd'hui, que le Rwanda reconnaisse sa responsabilité, qu'il y ait une réparation. C'est alors que le monde étant devenu un village planétaire, on peut envisager d'autres dynamiques. Ce qui fait que même moi, je l'ai déjà dit, je ne comprends pas très bien, ou encore je ne suis pas très favorable à la politique soft du chef de l'État vis-à-vis des pays de la sous-région. Je crois qu'il est le garant de bon fonctionnement des institutions, il est le chef de l'État, il est le mieux informé de nous tous, et il a une politique, une vision. Je ne sais pas qu'est-ce que lui voit que nous, on ne voit pas, mais si on posait la question à n'importe quel Congolais, on vous dira que non, on pense que pour restaurer, parce que moi, mon point de vue, je pense que à ces stades ici, pour pouvoir négocier bien, pour pouvoir vivre en paix avec le Rwanda, il faut prouver notre capacité de dissuasion. Dès lors qu'on est en mesure de pouvoir le faire, c'est alors qu'on va rétablir ce respect, même dans les zones frontalières. Aujourd'hui, on a des frontières poreuses où l'armée rwandaise, c'est comme je l'ai dit, entre, sort quand elle veut. Les groupes, les miliciens entrent, sortent quand ils veulent. C'est d'ailleurs pour ça que les ADF, quand nous on mène des opérations Sokola ici, ils
trouvent des bases arrières au niveau de l'Ouganda. Dès lors que nous on finit, ils reviennent, ils continuent. Certains se cachent dans des familles parce qu'il y a déjà des ramifications. Il suffit d'enlever la tenue, mettre la tenue, un habit, entrer. Non mais aujourd'hui ils ont des enfants, ils ont des familles, des femmes congolaises. C'est-à-dire c'est devenu... C'est la meilleure stratégie d'infiltration, on vous le dira. Exactement. Ça veut dire qu'on a atteint une dimension où, c'est-à-dire ces gens sont devenus difficilement... ils sont devenus difficiles à identifier. Et pour ça, il faut une certaine coopération de la population. Non pas dans l'esprit des représailles, mais dans l'esprit des réparations. C'est-à-dire, dès lors qu'on entre dans une dynamique où on met fin aux groupes armés, on peut facilement identifier avec la bénédiction de la population de différents auteurs. Ils répondent devant la justice et chacun subit sa peine. On pourra peut-être aller dans une autre dynamique. Mais actuellement, moi, je ne suis pas de ceux qui estiment qu'on doit jeter la faute sur la MONUSCO. Le plus grand problème, c'est nous-mêmes. La MONUSCO, partout, elle est allée dans le monde. La MONUSCO n'a jamais pris le devant. Je connais ce qui s'est passé au Mali. Je connais au Darfour, même avec les opérations Barkhane de l'armée française. Ça dit, ces gens-là, ces impérialistes, et quand ils arrivent, généralement, ils viennent avec des missions, mais ils n'ont jamais résolu le problème dans le fond. Nous, on a le plus grand contingent. On va donner une autre dimension. Ça veut dire qu'ils se reposent sur les conflits d'ordre communautaire. Aujourd'hui, vous savez pourquoi on a plusieurs groupes armés dans l'Est. Parce qu'au départ, ce sont des mouvements d'autodéfense. C'est-à-dire, on a trop subi des attaques de telles communautés, on constitue notre propre milice pour se protéger. Finalement, la milice, avec autant de force, près goût, commence eux aussi à aller des représailles. Ils vont s'attaquer à tel autre clan viendra faire, et puis finalement, c'est devenu une sorte Surtout de... Quand ils s'attaquent à l'arme blanche, on peut comprendre. Mais lorsqu'ils ont des armes, on se demande qui les fournit. Exactement. Ça veut dire qu'on est dans une zone conflit. La partie de l'Est obéit aussi à un principe qu'on appelle l'économie de guerre. C'est-à-dire que la plupart, certains marchands d'armes ont trouvé en ça un marché très intéressant. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a une dynamique, toute une dynamique économique là-bas. Il n'y a pas question de matière première. Il y a le plus grand marché du monde, le marché d'armes, trouve également des intérêts dans cette guerre-là. Et généralement, maintenant la question c'est que comment des gens fauchés au départ peuvent s'acheter des armes qui coûtent cher. Le problème, c'est que ces gens-là se permettent dans leur parcelle de pouvoir, dans leur communauté, de remplacer l'État, vendre des carrés miniers, exploiter les enfants de manière illégale, pour justement servir, c'est-à-dire en contrepartie d'achat d'armes et un peu de billets. C'est ça la problématique. Mais maintenant, le problème, c'est que à ces stades ici, pour résoudre le problème, c'est comme je dis, c'est une trilogie. Commençons par rétablir un cadre de vie. Et ça passera par une police de proximité. De lors qu'on remet au centre la sécurisation de chaque population. Cette population deviendra une source potentielle d'information pour pouvoir faciliter le travail d'intelligence de l'armée avant de passer à la phase belliqueuse. C'est alors que moi je suis de ceux qui estiment qu'il faut qu'on montre nos muscles, il faut qu'on prouve notre capacité dissuasive, il faut qu'on sécurise nous-mêmes. Et qu'on arrête avec la politique. Exactement, parce que tant que nous laissons nos frontières dans ces contextes-là, les pays frontaliers, notamment le Rwanda, continuent à se servir comme appât pour aller vendre. C'est-à-dire ils se font commissionnaires. Ils deviennent producteurs de matières qu'ils n'ont pas parce qu'ils peuvent venir le chercher chez nous quand ils veulent. Tout ça, la plus grande responsabilité, c'est nous-mêmes d'abord. Il faut qu'on règle ces problèmes-là et on pourra penser à autre chose. Et on ne pourra pas régler le problème de cette manière parce que le problème du Congo, le Congo aujourd'hui est considéré comme étant la réserve mondiale. C'est-à-dire tout le monde, les grandes puissances ont des regards sur nous et pour ça, il faut qu'on soit sérieux nous-mêmes pour pouvoir espérer aller plus loin. Alors, quelqu'un m'a laissé entendre pendant le week-end que les troupes ougandaises sur le territoire congolais, surtout si elles font leurs preuves, c'est une façon aussi pour redorer l'image de Museveni à qui Kagame avait volé la vedette. Depuis un moment, c'est Kagame qui vole la vedette même aux yeux de la communauté internationale. Tout le monde deal avec Kagame et Museveni passe sous silence. Mais maintenant, le fait que Museveni est sur les territoires congolais, quand je dis Museveni, je parle de son armée, il est sur le territoire congolais, et que si jamais Museveni arrivait, aider l'armée congolaise à finir cette guerre, ça serait aussi une certaine façon de redorer son image, hein, sa fierté. Mais il y a aussi le fait que si jamais les troupes rwandaises s'invitent aussi, ça va nous rappeler un peu ce conflit-là d'août 98, hein, 98, voilà, je suis plutôt belge, hein, moi. 98, dans la province de Ituri, où pour chasser les rebelles, il y avait l'Ouganda et... Non, on va plus parler de quoi?
la guerre de 6 jours en juin 2000, où les Ougandais et les Rwandais se sont disputés Kisangani, et le bilan, il y avait une centaine de morts. La guerre de 6 jours. Voilà, la guerre de 6 jours, oui, une centaine de morts. Alors, si c'est une question de fierté ou quoi que ce soit, comme on vient de dire, et que c'est le peuple congolais qui paye toujours, est-ce que Félix Tshisekedi ne devrait pas, à un moment, écouter tout ce qu'on dit sur ce plateau et mettre stop à cela? Je pense qu'il est des vrais. Il est des vrais, c'est important parce que nos analyses sont parfois des analyses qui sont objectives par rapport aux faits sur terrain. Avant de répondre à votre question, j'aimerais juste commenter quelque chose. Je pense que oui, on accuse le Rwanda. Le Rwanda fait partie de cet organigramme qui est à la base de l'insécurité à l'est du pays. Et son président, dans une interview qui a fait polémique ici, l'a bien souligné. Il a bien dit, il a été clair, il a bien dit que tant que on ne trouve pas la solution à la base, même si on instaure un état de siège, même si ça ne marchera pas. Et dans son interview, il était plus en train d'accuser la communauté internationale, sans les citer en quelque sorte. Il était en train plus d'accuser la communauté internationale pour dire que ceux qui sont à la base, vous allez beau dire les Rwandais, vous allez dire non, c'est les Rwandais qui fait ceci, c'est les Rwandais. Mais ceux qui sont vraiment à la base, ceux qui financent, ceux qui font tout, c'est cette communauté internationale. Les boss, c'est la communauté internationale. Et on peut mettre un état de siège, on peut faire tout ce qu'on veut. Le président Félix peut faire tout ce qu'il veut. On va toujours revenir à la case des départs. Il y aura toujours de morts, il y aura toujours... Et je pense que quelques mois après cette interview, on est presque en train de donner raison à Kagame parce que l'état de siège n'a pas vraiment donné satisfaction. Certes, elle a porté peut-être 50% de la solution, mais il y a un 50% autre qui reste et qui continue toujours à faire mal. Et je pense que ici, j'avais eu à proposer que le président de la République devait chercher à négocier avec cette communauté internationale, trouver une solution avec cette même communauté internationale, et puis il y aura plus la guerre en République démocratique du Congo. Mais lorsqu'on a parlé aussi de la présence des troupes, ces troupes américaines qui devaient venir appuyer l'armée congolaise ou bien former... Ils ne viendront pas parce que... Ça a suscité aussi. C'est-à-dire le Congolais, si vous ne voulez pas de ces gens-là sur le territoire, mais des fois, on vous dit que la solution vient d'eux. Et des fois, vous dites que c'est... Non, il y a des négociations. Parce que si ces gens sont financés, ok, c'est parce que dans ce flou-là, dans ces désordres-là, ok, il y a des affaires qui se font. Il y a des minéraux qui partent, il y a des affaires qui se font. Et les fonctionnaires des forces voilà. de propres frères. Voilà. Et alors, tout s'est fait dans ces désordres. Et tant que ces désordres est entretenu, très bien entretenu, on ne trouvera jamais la solution. Il faut peut-être aller connaître le méandre de ces désordres et après avoir su chercher par quelle voie, ou soit le cerveau moteur, que donc Kagame nous dit que c'est la communauté internationale. Il faut aller maintenant parler avec cette communauté et ensemble trouver une solution idoine qui fera en sorte que chacun puisse y trouver sa part. Alors, votre mot de la fin, c'est déjà la fin de l'émission. Question, on va dire, bête peut-être, mais qu'est-ce qui va finir cette guerre? Qu'est-ce qui va finir cette guerre? Je pense qu'hier, j'étais avec un ami. On était juste en train de discuter sur ces sujets. Et il me dira, moi, je suis en train de voir comme si on est en train de demander à Félix Tshisekedi de céder Minembwe. Parce que jusque-là, le problème de Minembwe n'a jamais été résolu. Le président a juste pris une certaine décision, mais est-ce que cette ordonnance a été annulée? Non, je ne pense pas. Et il m'a dit, je pense que on est en train de demander au président de céder Minembwe. Si le président cède Minembwe, je pense qu'il n'y aura plus la guerre en République démocratique du Congo. Et je pense que la Constitution elle-même, même dans son préambule, ne le permet pas.
ne permet pas, c'est qu'on puisse céder ne fût-ce qu'une portion du territoire national, ça sera une haute trahison et les prisons pourraient être poursuivies pour ça. Et je pense la simple solution, c'est en même temps de faire une diplomatie avec la communauté internationale, ok, et en même temps de trouver de voies et moyens pour pouvoir donner ses pouvoirs à l'armée de bien faire son travail. Parce que notre armée, nous avons des généraux qui sont capables. Nous avons une armée qui est capable. Le seul péché que nous avons ici est que la plupart d'entre nous sommes corrompus, sommes devenus des voleurs, on veut plus savoir, on est prêt à tout pour pouvoir gagner quelque chose et être peut-être au-dessus des autres. Et tant que nous ne trouvons pas une solution par rapport à l'impunité, par rapport à la corruption, ça sera toujours difficile parce qu'on sera donc dans le un problème cercle vicieux. Ouais, c'est un donc on n'a pas de problème, on trouve la solution au problème d'homme, on ne peut pas finir. Mais regardez Diana, comment finir cette guerre? Oh, la guerre, je crois que ça serait prétentieux de pouvoir dire que j'ai le monopole de dire, les gens le savent, mais depuis toujours, après les analyses des experts, c'est que la question de l'Est est une nébuleuse qui prend en compte beaucoup de questions. J'ai tout à l'heure entendu parler la question de l'influence de l'Ouganda. Ça, c'est sûr, beaucoup de politologues le pensent. C'est que permettre l'entrée de l'Ouganda ici réduirait l'influence de la RDC, parce que ça donnerait l'impression que les autres viennent résoudre nos problèmes. Sur le plan diplomatique et politique extérieur, ça peut laisser tache d'huile et ça peut constituer encore un gage pour l'Ouganda au niveau de la communauté internationale qui, derrière, peut en profiter et aisément. Cependant, je crois qu'après autant d'années, après autant de difficultés, généralement, il est plus aisé de pouvoir être ici en costume à Kinshasa en train de parler de la question de l'Est. Mais quand des gens vivent avec la peur du lendemain, quand des gens vivent avec l'incertitude du matin au soir, à chaque instant, quand les gens vivent l'adrénaline régulièrement depuis des années, des décennies, quand on est enfant et on grandit dans un contexte où le crépitement des balles devient presque un quotidien, quand on vit dans un contexte où le manger est un luxe, quand on vit dans un contexte où songer à devenir quelqu'un demain est presque un rêve utopique, la paix est parfois la seule chose qu'on demande. Et je crois aussi dire aux gens, c'est que je ne pense pas que le Congo soit assez naïf pour ne pas comprendre les enjeux sur le plan géopolitique. Le Rwanda et l'Ouganda nous ont fait des sales coups plus d'une fois. J'estime qu'actuellement, le fait qu'on a tous les deux, et la RDC et l'Ouganda, subit le danger des ADF, parce qu'ils ont lancé des opérations d'attaque au niveau de l'Ouganda. Si on peut mettre définitivement fin à cette guerre, une fois, moi en tout cas, cette paix-là, je la veux. Si on peut aussi contrôler les 1700 hommes ougandais qui sont sur le sol congolais, pour que finalement on n'ait pas des effets pervers de cette décision qui, pour la plupart des Congolais, semble être trop permissive et qui parfois va au-delà de l'entendement. À mon humble avis, je crois que cette paix-là, nous la voulons tous. Cependant, il faut tirer les oreilles, il faut interpeller l'armée congolaise, surtout le service d'intelligence et aussi les autorités congolaises. C'est qu'il ne faut pas résoudre un problème pour en créer un autre. Si on veut vraiment régler ces problèmes-là, il faut qu'on ouvre l'œil et le bon pour que cette armée ougandaise, cette présence ougandaise sur le sol congolais ne nous apporte pas des dangers comme on l'a vécu dans les années. Je comprends aujourd'hui, le monde est un village planétaire. Aujourd'hui, sur le plan international, la dimension belliqueuse semble disparaître de temps à autre, même si on ne comprend pas pourquoi la défense continue à prendre le plus grand budget de tous les États dans le monde, alors qu'on nous parle d'un village planétaire. Ça, c'est le paradoxe que j'ai jamais compris aussi. Mais cependant, il faut rester très vigilant parce que nous, on n'a que le Congo. Les autres ont double nationalité, nous, on n'a que ces Congos. Ah ben justement, et vous savez ce que les double nationalité ne bénéficient pas totalement de cette... Même ceux qui n'ont plus la nationalité congolaise, qui vivent dans d'autres pays, ils ne sont pas... Ils ne sont pas totalement ceux qui... Ils doivent être... Oh, néanmoins, voilà. ils ont un sol qui peut les accueillir. Okay. Tant bien que mal, ils vont vivre en tant que citoyens, même si en ayant des droits de moins que les autochtones. Et là, j'avais appris dernièrement que pour renoncer, par exemple, à la nationalité américaine, c'est un problème aussi. Hein. Très Ça veut dire vous demandez à être américain, mais lorsque vous dites je refuse, je veux reprendre ma nationalité congolaise, c'est quasi impossible. C'est quasi impossible.
Vous devez Il n'y a vous aucun justifier. mécanisme pour pouvoir le retourner. Alors, C'est eux qui doivent Oui. vous destituer votre nationalité, Oui. mais pas vous Oui. le sens contraire. et donc, c'est vrai que, bon, bref, vous avez suivi cette émission, c'est vrai qu'elle a été teintée d'un peu de tristesse hein, avec les images qu'on vous a montrées, mais que voulez-vous, c'est la réalité que nous vivons en RDC, et nous demandons vraiment à notre police de redevenir humaine. Hein. Un voleur... Eux-mêmes même- nous interdisent de nous faire justice. Voilà, donc, moi, Eux, ils ne sont pas à la justice. je me demande comment est-ce que ces voleurs-là qu'on aurait passé dans le temps avec un fer là qui fouillait pour aller même se cacher dans les commissariats, ils savent même plus où quoi faire. Bon, donc il y a beaucoup à redire sur cette police et nous demandons aux autorités de faire le travail qu'il faut. Donc c'est la fin de cette émission, vous l'avez compris. Merci Marie-Gardy Diana, Merci à vous. Dr Pierrot Olongo. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous allez suivre cette émission en rediffusion à 21h30. Voilà, toujours sur nos antennes. Et moi, je vous dis à vendredi prochain. Au revoir.